En grandissant, on m'a toujours dit que la famille était primordiale, mais dans ma famille, la famille ressemblait plus à une prison qu'à un refuge. Je suis née dans une famille qui semblait exister uniquement pour m'exploiter. Mes parents, Marjorie et Paul, ne me voyaient pas comme leur fils, mais comme un moyen pour une fin, une main-d'œuvre gratuite pour maintenir leur petite ferme en ruine en état de marche. Dès que j'ai eu l'âge de tenir un outil, on attendait de moi que je travaille. L'école n'était qu'un petit inconvénient pour eux, quelque chose qui m'éloignait de mes véritables responsabilités. Mes parents possédaient une petite ferme en ruine à la périphérie d'un village oublié. Ils parlaient toujours de la façon dont ils essayaient de maintenir la ferme en activité, mais je n'ai jamais vu de véritables efforts de leur part. La vérité était qu'ils étaient paresseux et comptaient sur moi pour tout faire. Ma routine quotidienne consistait à me réveiller au lever du soleil, à travailler au champ, à nourrir les animaux et à accomplir toutes les tâches imaginables jusqu'au coucher du soleil. Mes parents levaient rarement le petit doigt pour aider. Ils passaient la majeure partie de la journée à l'intérieur à regarder la télévision ou à bavarder avec les quelques voisins que nous avions. Je n'avais pas de frères et sœurs. J'étais leur fils unique, leur seul travailleur. Mes premiers souvenirs sont ceux de mon père me lançant des ordres tandis que ma mère était assise à la table de la cuisine, fumant une cigarette sur l'autre et se plaignant du fardeau que j'étais. Il n'y avait ni affection, ni chaleur, seulement une relation froide et transactionnelle. Je fournissais la main-d'œuvre, il fournissait un toit au-dessus de ma tête et juste assez de nourriture pour me maintenir en marche. Toute manifestation de résistance ou de réticence se heurtait à des paroles dures, parfois même à des mains plus dures. L'école était ma seule échappatoire, même si cela était un champ de bataille à la maison. Mes parents détestaient que je doive y aller. Ils essayaient souvent de me faire rester à la maison pour travailler, mais je me battais pour y aller tous les jours. Ce n'était pas parce que j'adorais apprendre, même si, avec le temps, je l'ai fait, mais parce que l'école était le seul endroit où je n'étais pas seulement laide. Mes professeurs ont été les premières personnes à voir quelque chose en moi au-delà du garçon de ferme que mes parents avaient façonné. Ils ont remarqué mes bleus, mon épuisement et le regard vide dans mes yeux. Certains d'entre eux ont essayé d'intervenir, mais mes parents étaient maîtres de la tromperie. Ils disaient à l'école que j'étais maladroit ou que j'avais tendance à rêver et à oublier des choses, ce qui expliquait l'épuisement. Mais je n'étais pas seule à l'école. Malgré mes vêtements en lambeaux et la saleté sous mes ongles, certains enfants ont vu au-delà de l'apparence. Il y avait Sarah, qui s'asseyait à côté de moi dans toutes les classes depuis le CP, toujours prête avec un sourire et une parole aimable. Puis il y avait Mike, le clown de la classe, qui réussissait d'une manière ou d'une autre à faire rire tout le monde, même moi, malgré le nuage noir qui me suivait. Et, bien sûr, il y avait Madame Daniels, ma maîtresse de CM2, qui allait au-delà de ses fonctions. Elle restait après l'école pour me donner des cours particuliers lorsqu'elle voyait que j'avais des difficultés, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans la vie même. Madame Daniels a été la première personne à me faire croire que j'avais de la valeur en dehors de la ferme. Elle me parlait de choses au-delà de notre petit village, de l'université, des carrières et d'une vie où je pourrais être moi-même. Ces paroles ont planté une graine en moi, un petit et fragile espoir que peut-être, seulement peut-être, je pourrais échapper à la vie qui m'écrasait. Au fil des années, l'école est devenue plus qu'un refuge, elle est devenue ma bouée de sauvetage. J'ai tout misé sur mes études, non pas parce que j'étais particulièrement douée, mais parce que je voyais cela comme mon billet de sortie. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je passais autant de temps à faire mes devoirs ou pourquoi j'étais si déterminée à obtenir mon diplôme. Les notes ni les diplômes ne les intéressaient pas, tout ce qui les intéressait, c'était la ferme et comment ils pouvaient me pressurer chaque once de travail avant que je ne parte inévitablement, comme un vieux outil qu'ils avaient utilisé et jeté. Plus je devenais grand, plus la vie à la maison devenait insupportable. Le tempérament de mon père a empiré, surtout lorsqu'il buvait, ce qui était fréquent. Les plaintes de ma mère se sont transformées en hostilité ouverte. À mesure que je devenais plus fort et plus provocateur, les coups devenaient plus fréquents et les abus verbaux implacables. Il me disait que je ne valais rien, que je ne deviendrais jamais rien, que je serais coincé dans cette ferme jusqu'à ma mort, comme eux. Mais j'avais d'autres projets. Au moment où j'étais en terminale, je planifiais déjà mon évasion. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais quelque chose d'aussi précieux, des connaissances et des relations.
Au fil des années, j'avais réussi à construire un petit réseau d'amis qui étaient aussi désireux de sortir de notre village sans issue que moi. Sarah était devenue ma confidente la plus proche, et Mike, malgré sa nature farceuse, était farouchement loyal. Ensemble, nous avons élaboré un plan aussi risqué qu'ambitieux. L'idée était simple, créer une entreprise. Mais pas n'importe quelle entreprise, quelque chose qui tire parti de la seule chose que j'avais en abondance, le bois. La ferme de mes parents était entourée de forêts denses pleines d'arbres que personne ne s'était donné la peine de récolter. J'avais passé des années à couper du bois pour notre cheminée, donc je connaissais le travail que cela impliquait, mais je savais aussi qu'il y avait un marché pour cela, surtout dans les villages voisins qui commençaient à se développer. J'ai passé des mois à rechercher tout ce que je pouvais sur l'industrie du bois. Je me faufilais à la bibliothèque après l'école, lisant des livres et de vieux magazines. J'ai appris les différents types de bois, les meilleures saisons pour la récolte et comment les transformer et les vendre. J'ai même réussi à contacter quelques scieries locales, en faisant semblant d'être plus âgé que je ne l'étais, pour recueillir plus d'informations. Mais la connaissance ne suffisait pas. J'avais besoin d'argent pour commencer. C'est là que mes amis sont entrés en jeu. Sarah, toujours ingénieuse, a réussi à convaincre ses parents d'investir une petite somme, leur promettant un retour sur investissement une fois que l'entreprise aurait décollé. Mike, qui avait un don pour réparer les choses, a offert sa camionnette et son temps. J'ai même réussi à impliquer Madame Daniels, bien qu'indirectement. Elle m'a aidé à établir un plan d'affaires et m'a formé sur la façon de le présenter à des investisseurs potentiels. Le jour où j'ai obtenu mon baccalauréat a été le jour où j'ai quitté la maison pour toujours. Mes parents ne se sont pas donné la peine d'assister à la cérémonie, bien sûr. Ils étaient trop occupés par leur propre vie pour s'en soucier. Mais cela me convenait. Je n'avais plus besoin d'eux. Après la cérémonie, je suis retournée à la ferme, j'ai fait mes bagages dans un petit sac et je suis partie sans un mot. Je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai emménagé chez Mike, qui avait une chambre libre chez ses parents, et nous avons commencé à travailler sur notre entreprise immédiatement. Les premiers mois ont été brutaux. Nous étions jeunes, sans expérience et avec peu de fonds. Il y a eu des jours où j'ai pensé que nous avions commis une grosse erreur, que peut-être mes parents avaient raison et que j'étais destinée à l'échec. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à l'alternative, retourner à cet enfer de ferme, et cela me poussait à continuer. Nous avons commencé petit, seulement nous trois, Mike, Sarah et moi, coupant et vendant du bois de chauffage aux habitants. Ce n'était pas glamour, mais c'était quelque chose. Nous travaillions de longues heures, souvent la nuit, mais le travail acharné a commencé à porter ses fruits. Le bouche à oreille a fonctionné et nous avons rapidement reçu plus de commandes que nous ne pouvions en gérer. C'est alors que nous avons décidé de nous développer. Nous avons rassemblé toutes nos ressources, chaque centime que nous avions, et nous avons loué un petit terrain à la périphérie du village. Nous avons acheté de meilleurs équipements, embauché des travailleurs et commencé à traiter de plus grandes quantités de bois. C'était un pari, mais ça valait le coup. En un an, nous étions l'un des principaux fournisseurs de bois de chauffage de la région. Au bout de la 2e année, nous vendions du bois à des entreprises de construction, et au bout de la 3e, nous avions des contrats avec plusieurs grands détaillants. Je ne mentirai pas et ne dirai pas que ce fut facile. Nous avons été confrontés à d'innombrables défis, des pannes d'équipement aux clients malhonnêtes. Mais chaque fois que nous rencontrions un obstacle, nous trouvions un moyen de le surmonter. Sarah était un génie en matière de gestion financière, et Mike était un magicien avec les machines. Quant à moi, je m'occupais des ventes et de la logistique. Ensemble, nous avons formé une équipe infernale. Le jour où nous avons gagné notre premier million a été surréaliste. Je me souviens d'être assis dans notre petit bureau, regardant l'extrait de compte bancaire et ressentant un mélange d'incrédulité et de fierté immense. Je l'avais fait. J'avais échappé à la vie qui était censée me détruire. Mais plus que cela, j'avais construit quelque chose de rien, quelque chose qui était à moi, quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Après cela, tout a changé. Nous avons transféré nos opérations dans une installation plus grande, embauché plus de personnel et élargi notre gamme de produits. Nous avons commencé à vendre non seulement du bois, mais aussi des meubles et des articles pour la maison fabriqués avec le bois que nous récoltions.
Notre entreprise a grandi au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, et avec elle, nos vies aussi. Mike a acheté une maison. Sarah a créé sa propre entreprise parallèle. Et moi, eh bien, je me suis enfin sentie libre. Quant à mes parents, je n'ai pas parlé avec eux depuis le jour où je suis partie. J'ai appris de sources sûres que la ferme a fait faillite peu de temps après mon départ, ce qui ne m'a pas surpris. Ils n'ont jamais su travailler dur, ils savaient seulement exploiter les autres. Je devrais me sentir coupable pour cela, je suppose, mais je ne le suis pas. Ils ont fait leur lit et maintenant ils doivent s'y coucher. Après le succès initial de mon entreprise, la vie semblait aller crescendo. Mon entreprise s'était rapidement développée et nous nous faisions un nom dans l'industrie du bois. Mais comme le dit le proverbe, plus on monte haut, plus la chute est dure. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Tout a commencé environ 1 an après notre installation dans nos nouvelles installations. L'entreprise était en plein essor et nous avions du mal à suivre la demande. Au début, c'était un bon problème, plus de commandes signifiait plus de revenus. Mais rapidement, il est devenu évident que nous manquions de bois plus vite que nous ne pouvions le reconstituer. Les forêts qui entouraient notre ville, qui semblaient autrefois infinies, s'épuisant à un rythme alarmant. Nous avions abattu presque tous les arbres à une distance raisonnable, et le coût du transport du bois de plus loin commençait à affecter nos bénéfices. J'étais assis dans mon bureau un matin, regardant le dernier rapport financier, lorsque je me suis rendu compte, nous étions en difficulté. Les chiffres ne mentaient pas. Il nous restait peut-être 2 mois de bois avant que nous ne puissions plus honorer nos contrats. Si nous ne trouvions pas de solution rapidement, tout ce pourquoi nous avions travaillé pourrait s'effondrer. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec Mike et Sarah. Nous nous sommes réunis dans la petite salle de conférence, la tension était palpable. Mike, toujours optimiste, a essayé d'alléger l'ambiance avec une blague, mais même lui n'a pas pu cacher l'inquiétude dans ses yeux. Alors, ai-je commencé, me penchant en avant sur la table, nous avons un problème. Un gros. Sarah, toujours pragmatique, n'a pas perdu de temps. Nous manquons de bois, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Exactement. Et si nous ne trouvons pas comment en obtenir plus, nous allons avoir de sérieux problèmes. Mike a froncé les sourcils. Ne pouvons-nous pas simplement acheter du bois auprès d'autres fournisseurs? J'ai secoué la tête. Nous le faisons déjà, mais c'est cher. Les marges sont de plus en plus minces et bientôt, ce ne sera plus rentable. Sarah a soupiré. Nous devons élargir notre portée. Peut-être rechercher dans d'autres régions, ou même en dehors de l'État. J'avais pensé à la même chose, mais il y avait une complication. C'est une option, mais nous devons faire attention. Nous sommes déjà sur la corde raide avec les autorités locales. Si nous commençons à abattre des arbres dans d'autres zones sans les autorisations appropriées, ils pourraient nous fermer. Comme un signe, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de l'un de nos travailleurs sur le site d'abattage. Patron, la police est là. Ils veulent voir nos permis. Mon cœur s'est serré. Je me suis rapidement excusé de la réunion et je me suis précipité sur le site. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu 2 voitures de police garées près de l'entrée et plusieurs agents parlant à notre contremaître, Joe. Il semblait très nerveux. L'un des agents, un homme grand et au regard sévère, m'a vu et s'est approché. Êtes-vous le propriétaire? Oui, ai-je répondu, essayant de garder la voix ferme. Quel semble être le problème, agent? L'homme a croisé les bras. Nous avons reçu un avis selon lequel vous avez abattu des arbres sans les autorisations appropriées. Nous allons avoir besoin de voir vos documents. Mon estomac s'est retourné. Je savais que nous respections la plupart des normes, mais il y avait quelques zones grises, et j'avais le sentiment que c'était exactement ce que la police était là pour exploiter. Bien sûr, ai-je dit, forçant un sourire. Je devrais retourner au bureau pour obtenir les documents. Cela ne prendra que quelques minutes. L'agent ne semblait pas convaincu, mais il a acquiescé. Nous attendrons. Je suis retourné en courant au bureau, l'esprit accéléré. Si la police trouvait quelque chose de mal dans nos permis, ils pourraient nous fermer sur le champ. J'ai fouillé frénétiquement dans nos archives, sortant tous les documents relatifs à nos opérations d'abattage. Lorsque je suis retourné sur le site, les agents commençaient déjà à s'impatienter.
Voilà, ai-je dit, remettant les documents. Tout devrait être en ordre. L'agent a pris les papiers et a commencé à les feuilleter. Les minutes se sont étirées, chacune se sentant comme une éternité. Enfin, il a levé les yeux. Eh bien, tout semble être en ordre, a-t-il dit lentement, comme s'il était déçu de ne rien trouver. Mais nous allons vous surveiller de près. Assurez-vous de rester dans la légalité. J'ai acquiescé, sentant un soulagement m'envahir. Bien sûr, agent. Nous prenons toujours soin de respecter les réglementations. Il m'a rendu les papiers et a brièvement acquiescé avant de se retourner pour partir. Pendant que les voitures de police s'éloignaient, j'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mais la rencontre m'a laissé secouer. La police cherchait clairement la moindre excuse pour nous fermer, et si nous ne résolvions pas nos problèmes d'approvisionnement rapidement, ils pourraient avoir leur chance. De retour au bureau, l'ambiance était sombre. J'ai expliqué ce qui s'était passé à Mike et Sarah, et nous avons passé le reste de la journée à faire un remue-ménage. Mais peu importait ce que nous trouvions, les mêmes problèmes revenaient, le coût du transport du bois d'autres régions, le risque de problèmes juridiques, la diminution de l'offre. Ce soir-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit revenait sans cesse à la même pensée, nous ne pouvions pas faire cela seuls. Nous avions besoin d'aide, de quelqu'un avec plus de ressources, plus de relations. Mais qui ? La réponse m'est parvenue le lendemain sous la forme d'un appel téléphonique inattendu. C'était de Dan Reynolds, le propriétaire d'une entreprise concurrente de bois dans la ville voisine. Nous nous étions croisés quelquefois lors d'événements de l'industrie, mais nous n'avions jamais eu beaucoup de contacts. Dan était connu pour être impitoyable, mais aussi très prospère. Son entreprise était l'une des rares à pouvoir rivaliser avec la nôtre dans la région. « Allô ?» ai-je répondu, ne sachant pas à quoi m'attendre. « Bonjour, je suis Dan Reynolds », a dit la voix de l'autre côté, décontractée mais ferme. « J'ai entendu dire que vous aviez quelques problèmes d'approvisionnement. » Mon cœur a fait un bond. « Comment le savez-vous ?» Le bouche à oreille, a répondu Dan avec un petit rire. « Écoutez, je sais que nous sommes des concurrents, mais je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. » J'étais sceptique. « Comment vous imaginez-vous cela ? » J'ai accès à certaines terres forestières de premier ordre, a-t-il expliqué, légalement, je dois ajouter. Mais je n'ai pas la main-d'œuvre ni l'équipement pour tout récolter. Vous avez le problème inverse, beaucoup de travailleurs, peu de bois. Que diriez-vous si nous unissons nos forces ? C'était une proposition intrigante, mais je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. Qu'y a-t-il pour vous ? Simple, a dit Dan. Nous partageons les bénéfices 50-50e. Vous vous occupez de l'abattage, je m'occupe des permis et de la logistique. J'ai hésité. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais encore une fois, quelle option avais-je ? Si nous ne faisions rien bientôt, nous serions hors du marché dans quelques mois. D'accord, ai-je finalement dit. Rencontrons-nous et discutons des détails. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, un restaurant à la périphérie de la ville. Lorsque je suis arrivé, Dan était déjà là, buvant du café comme s'il n'avait aucun souci au monde. C'était un grand type, grand et large d'épaules, avec un comportement pragmatique. Mais il y avait quelque chose en lui qui me rassurait. Nous avons parlé pendant des heures, discutant des détails de notre partenariat. Dan était direct, mais juste. Il n'a rien enjolivé, et il a clairement indiqué qu'il attendait des résultats. Mais il a également clairement indiqué qu'il était prêt à faire ce qu'il fallait pour que cela fonctionne. Au moment où nous nous sommes serrés la main pour conclure l'accord, j'ai ressenti un optimisme prudent. Peut-être, seulement peut-être, cela fonctionnerait. Les premières semaines de notre partenariat ont été difficiles. Il y a eu des erreurs de communication, des défis logistiques et l'inévitable choc des égos. Mais petit à petit, nous avons commencé à trouver notre rythme. Les ressources et les relations de Dan ont ouvert des portes qui nous avaient été auparavant fermées, tandis que notre main-d'œuvre et notre expérience nous ont permis de maximiser le potentiel de ces terres. Nous avons embauché plus de travailleurs, amené de meilleurs équipements et augmenté la production. Il ne s'est pas passé longtemps avant que nous soyons de retour à la normale, honorant nos commandes et même les dépassant. La police,
qui avait été si désireuse de nous fermer, n'avait soudainement plus rien à faire. Nous opérions dans la légalité, et il n'avait d'autre choix que de reculer. Mais au moment où les choses commençaient à s'améliorer, le désastre s'est produit. Un soir, alors que nous terminions la journée, j'ai reçu un appel frénétique de l'un de nos travailleurs sur le site d'abattage. Il y avait eu un accident. Un mauvais. Un arbre était tombé dans la mauvaise direction, piégeant l'un de nos travailleurs en dessous. Les ambulanciers étaient en route, mais ça n'avait pas l'air bon. J'ai couru sur le site, le cœur battant fort. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu le travailleur, un jeune homme nommé Tom, être chargé sur une civière. Il était conscient, mais à peine. Sa jambe était brisée et il avait évidemment mal. J'ai brièvement parlé aux ambulanciers, qui m'ont assuré qu'ils faisaient tout leur possible. Mais lorsqu'ils sont partis, je n'ai pas pu éviter la sensation de peur qui s'est emparée de moi. Des accidents comme celui-ci étaient rares, mais lorsqu'ils se produisaient, ils pouvaient être dévastateurs. Le reste des travailleurs était sous le choc, et je savais que je devais dire quelque chose. Je les ai rassemblés et j'ai fait de mon mieux pour les rassurer, en leur disant que Tom était entre de bonnes mains et que nous ferions tout notre possible pour le soutenir, lui et sa famille. Mais j'ai pu voir la peur dans leurs yeux. L'abattage était un travail dangereux, et tout le monde le savait. Cela a été un dur rappel de la dangerosité du travail. Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu arrêter de penser à Tom. Je l'ai rendu visite à l'hôpital, où il était opéré pour se faire réparer la jambe. Le médecin a dit qu'il était trop tôt pour savoir s'il se rétablirait complètement, mais qu'ils avaient de l'espoir. J'ai aussi parlé à sa famille, en leur assurant que nous couvririons tous les frais médicaux et que le travail de Tom l'attendrait lorsqu'il serait prêt à revenir. Mais au fond, je savais que même s'il guérissait, il ne pourrait peut-être plus jamais travailler de la même manière. L'incident m'a secoué au plus profond de moi. Cela a été un dur rappel des risques que nous courions tous les jours, et cela m'a fait remettre tout en question. Cette entreprise valait-elle la peine? Mettais-je trop de pression sur mon personnel? Mettais-je les bénéfices au-dessus de leur sécurité? J'ai exprimé ces préoccupations à Dan, qui, à ma grande surprise, les a prises au sérieux. Écoutez, les accidents arrivent, a-t-il dit, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas faire tout notre possible pour les prévenir. Nous devons doubler les mesures de sécurité, nous assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. Nous avons fait venir des experts en sécurité, mis en place de nouveaux protocoles et investi dans une meilleure formation pour nos travailleurs. Ce fut un coût important, mais c'était nécessaire. La sécurité de notre personnel devait passer avant tout. Malgré les revers, notre partenariat a continué à prospérer. Nous avons été confrontés à des défis, mais nous les avons relevés ensemble, chacun apportant ses forces à la table. La vision des affaires de Dan et l'expérience de mon équipe se sont avérées être une combinaison puissante. L'un des plus grands obstacles que nous avons rencontrés a été d'obtenir des contrats à long terme avec des détaillants plus importants. La concurrence était féroce et nous avions besoin de quelque chose qui nous différencie. C'est alors que Dan a eu une idée audacieuse. Nous avons besoin d'un slogan, a-t-il dit un jour lors d'une réunion. Quelque chose d'accrocheur, quelque chose qui dise aux gens qui nous sommes et ce que nous défendons. Sarah, qui nous avait rejoints en tant qu'associée à part entière dans l'entreprise, a levé un sourcil. Un slogan? Vous pensez que cela va faire la différence? Dan a acquiescé. Absolument. Il ne s'agit pas seulement du produit, il s'agit de la marque. Les gens doivent savoir ce que nous défendons. Nous avons passé des heures à faire un remue-ménage, à lancer des idées, mais rien ne semblait correspondre. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, Mike, qui avait été inhabituellement silencieux, a parlé. Et si on disait, faites-le pour Dan, a-t-il suggéré. Nous nous sommes tous retournés pour le regarder, confus. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. Eh bien, a expliqué Mike, c'est Dan qui nous a réunis, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a aidés à changer les choses. C'est comme un hommage, vous savez? On le fait pour Dan, pour le partenariat, pour le succès que nous avons eu ensemble. J'ai regardé Dan, qui semblait véritablement ému par la suggestion. Il a souri, ce qui était rare chez lui. J'aime ça, a-t-il dit. Ça sonne bien.
Et ainsi, faites-le pour Dan, est devenu notre slogan non officiel. Cela a commencé comme une blague, mais cela a rapidement pris vie. Les travailleurs ont commencé à le dire chaque fois qu'ils avaient besoin de motivation, et en peu de temps, il était collé sur nos camions, nos uniformes, même sur nos cartes de visite. Le slogan a résonné auprès des gens d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Cela a donné à notre entreprise un sens de l'identité, un sens du but. Nous n'étions pas seulement une autre entreprise de bois, nous étions une équipe, une famille, unie par un objectif commun. Au fur et à mesure que notre entreprise continuait de croître, nos défis aussi. Nous avons été confrontés à des batailles juridiques, à des protestations environnementales et à une concurrence féroce. Mais malgré tout, nous sommes restés forts, sachant que nous nous soutenions mutuellement. L'une des plus grandes menaces s'est présentée sous la forme d'une poursuite intentée par un groupe écologiste qui nous accusait d'abattage illégal. Ils ont affirmé que nous détruisions des forêts protégées et mettions en danger la faune. Les accusations étaient fausses, mais la poursuite menaçait de nous ruiner. Nous avons engagé les meilleurs avocats que nous pouvions payer, mais les honoraires étaient astronomiques. L'affaire s'est étirée sur des mois, épuisant nos ressources et sapant notre morale. Il y a eu des moments où j'ai pensé que nous n'y arriverions pas, que nous perdrions tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Mais Dan a refusé de renoncer. Nous allons nous battre contre ça, a-t-il dit, la voix pleine de détermination. Nous allons gagner. Et nous l'avons fait. L'affaire a finalement été classée sans suite et nous avons été acquittés de toutes les accusations. La victoire a été un grand soulagement, mais elle a eu un coût. La bataille juridique nous avait tous affectés et nous a laissé nous demander combien de temps encore nous pourrions continuer. Mais juste au moment où nous pensions que nous ne pouvions plus supporter, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une grande chaîne de magasins nous a approchés avec une proposition. Ils voulaient s'associer avec nous pour créer une gamme de produits en bois écologiques et durables. C'était exactement l'opportunité dont nous avions besoin. L'accord a changé la donne. Il nous a fourni la stabilité et les ressources dont nous avions besoin pour continuer à croître, et il a consolidé notre réputation de leader de l'industrie. Nous avons élargi nos opérations, embauché plus de travailleurs et même ouvert une deuxième installation dans un autre État. Malgré tout, Dan est resté une présence constante, nous guidant avec son expérience et sa sagesse. Il est devenu plus qu'un partenaire commercial, il est devenu un mentor, un ami et une partie cruciale de notre succès. Mais même lorsque notre entreprise prospérait, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir le sentiment qu'il manquait quelque chose. L'excitation de nos premiers jours s'était estompée, remplacée par la routine de la direction d'une grande entreprise. Les défis étaient différents maintenant, moins sur la survie et plus sur le maintien de ce que nous avions construit. Ce n'est que lorsque j'ai reçu un appel de Sarah un soir tard que je me suis rendu compte de ce que c'était. « Allô » a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. » C'est à propos de Dan. Mon cœur s'est serré. « Que se passe-t-il » ? Ce n'est pas bon, a-t-elle répondu. On lui a diagnostiqué un cancer. Il est avancé. La nouvelle m'a frappé comme une tonne de briques. Dan avait toujours été le plus fort, celui qui nous maintenait en marche. L'idée de le perdre était insupportable. J'arrive, ai-je dit, déjà en train de prendre mes clés. J'ai conduit jusqu'à la maison de Dan, sonné, l'esprit accéléré. Lorsque je suis arrivé, Sarah était là, ainsi que Mike et quelques autres amis proches. Dan était assis dans son salon, pâle et fatigué, mais toujours souriant. « Salut, mec » a-t-il dit en me voyant. « Je suppose que je ne suis pas invincible après tout, hein ?» J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, j'étais brisé. « Ne parle pas comme ça » ai-je dit, m'asseyant à côté de lui. « Nous allons surmonter ça. Nous allons nous battre contre ça. » Dan a secoué la tête. « J'ai eu une bonne série » a-t-il dit à voix basse, « mais c'est une bataille que je ne peux pas gagner. » La pièce était silencieuse, le poids de ses paroles pesait lourd dans l'air. Personne ne savait quoi dire. Nous avions été confrontés à tant de défis ensemble, mais c'était quelque chose que nous ne pouvions pas réparer, quelque chose contre lequel nous ne pouvions pas nous battre. Pendant les semaines suivantes, nous nous sommes tous rassemblés autour de Dan, faisant tout notre possible pour le soutenir.
Nous nous sommes relayés pour lui rendre visite, l'aider avec les courses et nous assurer qu'il était à l'aise. Mais autant que nous essayions de rester positifs, nous savions tous la vérité, Dan était en train de mourir. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Dan m'a appelé dans sa chambre. Il semblait plus faible que jamais, mais ses yeux étaient encore perçants. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose », a-t-il dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quoi que ce soit », ai-je répondu, la gorge serrée. « Promets-moi que tu maintiendras l'entreprise en activité », a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive. Fais-le pour Dan, d'accord ? » J'ai acquiescé, luttant contre les larmes. « Je le promets. » Dan est décédé quelques jours plus tard. Sa mort a laissé un vide énorme dans nos vies, dans notre entreprise. Mais fidèle à ma parole, j'ai continué. Nous l'avons tous fait. L'entreprise a continué à croître, mais ce n'était plus jamais la même chose sans Dan. Nous avons honoré sa mémoire dans tout ce que nous avons fait, et « Faites-le pour Dan » est devenu plus qu'un slogan, il est devenu notre principe directeur. En regardant en arrière, il est difficile de croire combien nous avons accompli, jusqu'où nous sommes allés, du bord de l'échec à devenir l'une des entreprises leaders de l'industrie. Ce fut un voyage rempli de défis, de triomphes et d'angoisses. Mais malgré tout, nous n'avons jamais abandonné. Nous avons continué à nous battre, à avancer, à le faire pour Dan. Et je sais que, où qu'il soit, il est fier de ce que nous avons construit ensemble. Après des années à construire une entreprise prospère et à me créer une vie, j'ai commencé à ressentir une attirance persistante, un besoin de revisiter le passé et de confronter les fantômes que j'avais laissés derrière moi. Mon succès m'avait donné confiance et peut-être qu'une partie de moi aspirait à une forme de clôture. Alors, un soir, après beaucoup de délibération, j'ai pris la décision de rendre visite à mes parents. Peut-être, pensais-je, assez de temps s'était écoulé pour que les vieilles blessures guérissent. Peut-être avait-il changé. Et peut-être, seulement peut-être, me verraient-ils comme autre chose que la main-d'œuvre gratuite qu'ils avaient autrefois exploitée. Le voyage de retour dans la ville où j'ai grandi a été surréaliste. Le paysage était familier, mais tout semblait différent, plus petit d'une certaine manière. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je m'approchais de la vieille ferme délabrée où j'avais passé tant d'années misérables. L'endroit avait l'air encore plus détérioré que je ne m'en souvenais, la peinture se décollant des murs, le toit s'affaissant sous le poids du temps et de l'abandon. Je me suis garé et j'ai respiré profondément, me préparant à ce qui allait arriver. Lorsque j'ai frappé à la porte, quelques instants se sont écoulés avant que j'entende des pas traîner à l'intérieur. La porte s'est ouverte en grinçant et là se trouvait ma mère, Marjorie, ayant l'air aussi amère et usée que toujours. Ses yeux se sont ouverts de surprise lorsqu'elle m'a vu. « Eh bien, regardez qui c'est » s'est-elle moquée, la voix ruisselant de sarcasme. Le fils prodigue revient. Que veux-tu ? Je pouvais sentir un nœud dans l'estomac, mais je me suis forcée à sourire. Bonjour, maman. J'ai pensé passer voir comment vous alliez, toi et papa. Elle a plissé les yeux, la suspicion gravée sur chaque ligne de son visage. Pourquoi maintenant ? Cela fait des années. Quoi ? Tu t'es finalement rappelé que tu avais des parents ? Avant même que je puisse répondre, mon père, Paul, est apparu derrière elle, le visage dur et hostile. Que fais-tu ici, gamin ? Nous ne t'avons pas vu le poil depuis que tu t'es enfui. Il était clair que l'amertume que j'avais laissée derrière moi ne s'était que creusée en mon absence. Mais j'étais déterminée à aller de l'avant. Je voulais voir si peut-être nous pouvions laisser le passé derrière nous. Ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Ma mère a ri, un son rauque et sans joie. Laisser le passé derrière nous ? Après tout ce que tu nous as fait endurer ? Tu as été un fils terrible, toujours à te plaindre, toujours paresseux. Tu n'as jamais apprécié rien de ce que nous avons fait pour toi. J'ai senti une vague de colère monter en moi, mais je l'ai contenue. J'ai travaillé dur pour cette famille. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, et vous avez été ingrat. Mon père est intervenu, la voix basse et menaçante. Toujours à te faufiler à cette foutue école au lieu de faire tes corvées. Tu crois qu'on ne savait pas que tu étais inutile dans cette ferme, gamin ? Mes mains se sont serrées en poing sur les côtés, mais je me suis forcée à garder mon calme. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens, ai-je dit à voix basse.
Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. J'ai changé. Je me suis construit une vie, une entreprise prospère. En mentionnant mon succès, quelque chose dans leur comportement a changé. Le mépris dans leurs yeux a vacillé, remplacé par une étincelle d'intérêt. Entreprise, a répété ma mère, soudain curieuse. Quel genre d'entreprise? J'ai hésité, sachant très bien quelle serait leur réaction. Je suis propriétaire d'une entreprise de bois, et j'expliquais. Ça a très bien marché. Nous nous sommes développés, nous avons des contrats avec les principaux détaillants, et... Eh bien, a interrompu mon père, d'un ton maintenant obséquieux. Pourquoi ne l'as-tu pas dit, fils? C'est tout un exploit. Le visage de ma mère s'est ouvert en un sourire que je n'avais pas vu depuis des années, un sourire qui ne lui arrivait pas aux yeux. Pourquoi n'entres-tu pas, chérie? Nous pouvons nous mettre au courant comme il se doit. J'aurais dû le savoir. Mais une petite partie de moi, pleine d'espoir, voulait croire qu'ils étaient peut-être fiers de moi. Je les ai suivis à l'intérieur, l'air épais de tension. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même vieille table délabrée dont je me souvenais, et pendant quelques minutes, ils ont semblé vraiment intéressés par ce que j'avais à dire. Je leur ai raconté l'entreprise, Dan, Mike et Sarah, comment nous avions surmonté les obstacles et construit quelque chose de rien. Mais pendant que je parlais, j'ai remarqué une lueur dans leurs yeux, une lueur qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était ni de la fierté ni de l'amour. C'était de la cupidité. Tu sais, a dit ma mère, ce penchant conspirateur, nous pourrions t'aider avec l'entreprise. Tu as très bien réussi, mais tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. Mon père a acquiescé avec empressement. C'est vrai. Avec notre expérience, nous pourrions vraiment t'aider à le faire passer au niveau supérieur. Et bien sûr, nous n'avons besoin que d'une petite partie des bénéfices. Rien d'important, juste assez pour montrer notre soutien. Je les ai regardés, incrédules. Ils n'avaient pas du tout changé. Les mêmes personnes qui m'avaient frappé et dénigré, qui m'avaient traité comme un esclave, voulaient maintenant une part de mon succès. C'était presque ridicule. Non, ai-je dit fermement, secouant la tête. Je ne vais pas vous donner une partie de mon entreprise. Leurs sourires ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. Le visage de mon père s'est tordu de colère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas nous tourner le dos? Petit ingrat. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ai-je interrompu, élevant la voix. Vous voulez parler des années d'abus? De la façon dont vous m'avez traité comme de la merde? Vous ne pouvez pas vous attribuer le mérite de mon succès. Je l'ai fait par moi-même. Malgré vous, non grâce à vous. Pendant un instant, il y a eu le silence, la tension crépitant dans l'air. Puis ma mère a parlé, d'une voix froide et dangereuse. Tu vas le regretter. Nous allons nous en occuper. Je me suis levée, le cœur battant fort. J'en ai fini ici, ai-je dit, me retournant pour partir. Je n'aurais jamais dû revenir. Alors que je sortais de la maison, j'ai entendu mon père me crier, « Tu n'as pas vu le dernier de nous, gamin. Nous allons te prendre tout ce que tu as. » Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis partie en voiture, essayant de chasser la rencontre de mon esprit. Mais ces paroles résonnaient dans ma tête. Je n'ai pas pris ces menaces au sérieux, pas au début. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre qui m'a glacé le sang. C'était d'un avocat, m'informant que mes parents me poursuivaient. Ils ont affirmé qu'ils me devaient une partie de mon entreprise, affirmant qu'ils avaient jeté les bases de mon succès et avaient droit à une compensation. L'audace pure de cela était stupéfiante. J'étais furieux, mais aussi effrayé. Ils allaient vraiment essayer de me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'ai immédiatement appelé Sarah, Mike et Dan pour leur raconter ce qui se passait. Ils étaient aussi surpris que moi, mais ils se sont rassemblés autour de moi, promettant d'aider de toutes les manières possibles. Nous avons engagé une équipe juridique, prêt à combattre le procès. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la sensation de peur qui planait sur moi. Le procès s'est étalé sur des mois, mes parents se peignant eux-mêmes en victimes. Ils ont affirmé qu'ils avaient tout sacrifié pour me donner une belle vie, que je les avais utilisés et que je leur devais mon succès. C'était un mensonge, bien sûr, mais ils étaient convaincants.
L'affaire est devenue une sensation médiatique, avec des titres tels que « Parents contre fils »,« La bataille pour une fortune », placardés dans les journaux et sur les sites web d'actualité. Les journalistes me harcelaient, cherchant le moindre angle qu'ils puissent exploiter. Mes parents, quant à eux, se délectaient de l'attention, jouant le rôle du couple de personnes âgées lésées qui essayaient simplement d'obtenir ce qu'ils méritaient. C'était exaspérant. Mais notre équipe juridique nous a assuré que nous avions un dossier solide. Malgré tout, le stress commençait à faire des ravages. Je ne pouvais pas me concentrer sur l'entreprise, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au procès. Et puis, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elles ont empiré. Un soir, alors que je vérifiais de vieilles boîtes de papier, dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait aider notre dossier, je suis tombée sur une vieille cassette VHS. Elle n'était pas étiquetée et je n'avais aucune idée de ce qu'elle contenait. Curieux, j'ai déterré un vieux magnétoscope de l'entrepôt et j'ai mis la cassette. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'enregistrement était granuleux, clairement ancien, mais il n'y avait aucun doute sur ce qu'il montrait. C'était moi, enfant, étant frappé par mon père. Il tenait une bouteille en verre, me frappant encore et encore pendant que je pleurais et suppliais clémence. Ma mère était debout au fond, regardant, avec une expression de froide indifférence. La vidéo a ensuite coupé à une autre scène, moi, beaucoup plus jeune, étant forcé de travailler dans les champs, mes parents me criant dessus, me menaçant si je ne travaillais pas plus vite. Je me suis assis là, sonné, tandis que les souvenirs me submergeaient à nouveau. J'avais enterré une grande partie de mon enfance, l'avais repoussée au plus profond de moi où elle ne pouvait plus me blesser. Mais maintenant, en le voyant devant moi, c'était comme si je le revivais tout de nouveau. Mais il m'est alors venu une idée, cette cassette pourrait être la clé pour gagner le procès. Si je pouvais prouver les abus, cela détruirait leurs affirmations et montrerait au monde qui ils étaient vraiment. J'ai immédiatement appelé Sarah, qui m'aidait à vérifier les vieilles boîtes. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », lui ai-je dit, la voix tremblante d'un mélange de colère et de soulagement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, l'inquiétude dans sa voix. « C'est une cassette », ai-je expliqué, de mes parents me maltraitant. Tout y est, tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'ils mentent. Sarah est restée silencieuse un instant. Puis elle a parlé, d'une voix ferme. Nous devons remettre cela aux avocats. Cela pourrait tout changer. Le lendemain, nous avons remis la cassette à notre équipe juridique. Ils étaient aussi choqués que nous, mais aussi soulagés. C'était la preuve dont nous avions besoin pour inverser le cours de l'affaire. Lorsque la cassette a été présentée au tribunal, l'atmosphère a changé. La confiance suffisante que mes parents avaient montrée s'est évaporée, remplacée par la panique et le désespoir. Leur avocat a tenté de rejeter la cassette comme non pertinente, mais le juge ne l'a pas tolérée. Il a permis que la cassette soit montrée, tandis que les images étaient reproduites, la salle d'audience est tombée silencieuse. Lorsque la vidéo s'est terminée, le juge a regardé mes parents avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. « C'est profondément troublant », a-t-il dit, d'une voix froide. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, mais ceci est autre chose. » L'avocat de mes parents semblait vouloir se cacher sous la table. Il a murmuré quelque chose à propos du besoin de plus de temps pour examiner les preuves, mais le juge n'était pas intéressé. « Je pense que nous avons vu assez », a-t-il dit, l'interrompant. Cette affaire n'aurait jamais dû être portée devant les tribunaux. Mais les surprises n'étaient pas encore terminées. L'avocat que le tribunal avait assigné à mes parents s'est soudainement levé. « Votre honneur », a-t-il commencé, d'une voix ferme mais assurée, « je voudrais me retirer de cette affaire. Je ne peux pas, en conscience, continuer à représenter ces personnes. » La salle d'audience a éclaté en murmures et en chuchotements. Mes parents l'ont regardé sous le choc. « Qu'est-ce que tu fais » a sifflé ma mère, le visage pâle. L'avocat s'est tourné vers eux, avec une expression de froid dédain. « J'en ai fini » a-t-il simplement dit. « Je ne représenterai pas des personnes qui ont fait ce que vous avez fait. » Sur ce, il a ramassé ses papiers et est sorti de la salle d'audience, laissant mes parents assis là, stupéfaits et sans voix. Le juge, clairement excédé par toute la mascarade, s'est rapidement déplacé pour rejeter l'affaire. « Le tribunal tranche en faveur de l'accusé », a-t-il déclaré,
d'une voix résonnant de finalité. Cette affaire est close. C'était fini. Aussi simple que ça. Le cauchemar était enfin terminé. Mais il y a eu un dernier revirement que je n'avais pas vu venir. Dans le cadre de l'accord, le juge m'a accordé la propriété de mes parents, la même ferme où j'avais subi des années d'abus. Ils avaient été si désireux de me prendre tout, mais à la fin, ce sont eux qui ont tout perdu. Je ne voulais pas de la ferme. C'était un lieu de douleur et de souffrance, un rappel de tout ce dont j'avais lutté pour m'échapper. Mais je savais exactement ce que j'allais faire avec. J'ai engagé une équipe pour démonter la maison. Chaque planche pourrie, chaque fenêtre cassée, chaque centimètre de cet endroit maudit, nous l'avons démoli, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de bois. Et puis, j'ai vendu le bois. Jusqu'à la dernière pièce. L'ironie ne m'a pas échappé. La ferme qui avait autrefois été ma prison n'était maintenant plus qu'une marchandise, quelque chose à acheter et à vendre, tout comme le bois que mon entreprise récoltait chaque jour. C'était une fin appropriée pour un chapitre de ma vie que j'étais enfin prêt à clore. En fin de compte, je n'ai ressenti aucune satisfaction ni victoire, seulement un profond sentiment de soulagement. Les personnes qui avaient tenté de me détruire n'avaient plus de pouvoir, et j'étais libre de vivre ma vie à mes propres conditions. Alors que je regardais la dernière charge de bois être chargée dans un camion, prête à être expédiée et utilisée pour quelque chose de nouveau, j'ai respiré profondément et je l'ai laissé partir. Le passé était derrière moi et l'avenir, mon avenir, était à moi pour le façonner. Je m'éloignais du terrain vide qui avait autrefois été la maison de mon enfance, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'avais affronté mes démons et j'étais sorti de l'autre côté, plus fort. Et lorsque j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu le soleil se coucher derrière les collines, peignant le ciel dans des tons orange et rose. C'était magnifique et cela ressemblait à une promesse de jours meilleurs à venir.